Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Yves pour l'invitation et pour l'occasion de vous parler un petit peu d'apprentissage pour varier les plaisirs dans cette matinée. Alors, Yves m'a demandé de vous délivrer, c'est un peu ma nature, donc je ne me force pas, de vous délivrer un message optimiste et donc de vous expliquer pourquoi l'apprentissage a de l'avenir ou peut-être à quelles conditions il a de l'avenir. Pour ça, je vais peut-être commencer par, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais par un petit retour arrière. On a eu en 2018 un Big Bang. L'apprentissage, c'est une vieille affaire. Je vais me concentrer sur la fin, je vous laisse apprécier le début. Pour rappeler une chose, au début des années 70, l'apprentissage était moribond. Il a failli disparaître. On avait un peu moins, on avait autour de 100 000 apprentis. Et une piètre qualité. Et donc, on n'était pas loin de la disparition. On s'était concentré sur quelques métiers. Bref, ça n'allait pas très bien. Pour sauver l'apprentissage, on l'a, à l'époque, je vais employer cette formule, on l'a scolarisé. C'est-à-dire qu'on a demandé au CFA de se caler sur le modèle de l'éducation nationale pour délivrer des formations de qualité, pour remonter la qualité des prestations et on a assujetti les CFA aux mêmes exigences que celles de l'éducation nationale. Pour devenir directeur de CFA, il fallait avoir les mêmes diplômes que pour être directeur d'établissement. Les enseignants devaient avoir également les mêmes diplômes. On était soumis à l'inspection de l'éducation nationale et à 95% ou 18%, on préparait des diplômes de l'éducation nationale. Ce modèle-là a duré pendant presque 50 ans. Et ça a permis non seulement de sauver l'apprentissage, mais de les faire gagner en qualité, et on est arrivé à avoir 330 000 apprentis. En 2018, il a été considéré que l'apprentissage était une priorité pour deux raisons qui restent valables aujourd'hui, et c'est ça qui va faire aussi qu'il a de l'avenir, c'est que les deux facteurs les plus discriminants sur le chômage, c'est l'âge et la jeunesse plutôt que le fait d'être senior, très largement. Donc en fait, c'est la population des jeunes qui est le plus exposée aujourd'hui au chômage et de loin. Et le deuxième critère, c'est le niveau de qualification. Plus on est qualifié, moins on a de risque de chômage. Plus on a un diplôme élevé, plus le taux de chômage est faible. Donc si vous croisez ces deux éléments, un pays a très largement intérêt à investir massivement dans la formation et la qualification des jeunes. Plus l'investissement intervient tôt, et moins ensuite on a de dépenses sociales ou de difficultés économiques et sociales induites. Donc, il a été fait le choix de passer sur un système beaucoup plus massif d'apprentessage. Et on s'est dit que le système tel qu'il existait depuis 50 ans ne pouvait pas porter cette croissance, donc on l'a libéralisé. Et on est rentré dans une logique de marché. Alors on l'a fait de plusieurs manières. D'une part, en disant, pour devenir CFA, tout établissement d'enseignement ou organisme de formation peut le devenir. Et ensuite, tous les diplômes peuvent être préparés, donc tous les métiers, potentiellement, peuvent être préparés. Et on a posé un principe qui n'a pas été remis en cause malgré la régulation financière, c'est chaque fois qu'une entreprise et un apprenti se mettront d'accord sur un contrat, il sera financé. C'est extrêmement important de le dire parce que quand on parle de régulation, les fonds destinés à l'apprentissage, etc., on ne remet pas en cause le principe fondamental de 2018 qui est que si demain il y a 20%, 30%, 40% de plus d'embauches et de jeunes et d'entreprises qui se mettent d'accord pour l'apprentissage, les contrats seront financés, ce n'est pas capé. Économiquement, c'est plus tendu, tu le rappelais, mais c'est toujours pas capé. Donc on est sur un système ouvert. Il n'empêche que de passer d'un service public régulé par l'État puis par les régions avec une logique calée sur celle de l'éducation nationale versus plutôt le modèle du secondaire, puisque l'enseignement, l'apprentissage supérieur était faiblement développé jusqu'en 2018. Passer de cette culture-là à une culture de marché ouvert avec des entreprises... Une anecdote dans une manifestation destinée à des CFA où il y avait une centaine de représentants de CFA. L'organisateur fait des ateliers et demande aux participants de dessiner le CFA de demain. Il y avait 10 ateliers et moi je faisais le tour. Dans les 8 premiers ateliers, pour dessiner le CFA de demain, ils ont commencé par dessiner le CFA. Dans le 9e, ils allaient commencer à faire ça. Je leur ai dit, vous êtes sûr que c'est bien vous qui êtes au milieu?
Et le 10e, ils avaient déjà anticipé, ils avaient mis les apprentis et les entreprises au centre, et ils s'étaient mis en périphérie. Et vous voyez, la question est de savoir d'où je pars, comment je construis mon activité, est-ce que je suis dans une logique d'expérience utilisateur, que ce soit l'apprenti ou les entreprises, est-ce que je suis dans une logique client. Donc cette mutation du champ de l'apprentissage, elle n'est pas tout à fait achevée. Et si on se met dans la perspective de 2027, puisqu'il y aura des chouettes arbitrages à faire en 2027, sur qu'est-ce qu'on fait de ce dispositif-là, qui a été puissamment lancé en 2018, mais qui là vit un peu sur la force d'inertie. Hein, on ne sent pas la dynamique politique pour porter, au contraire. Hein, Bercy nous dit ouais, 1 million d'apprentis, c'est quand même beaucoup, ça coûte cher, 800 000, ce serait pas mal. Là, si vous pouviez vous calmer un peu, même un peu moins. Bon. Et donc, on n'a pas, comment dire, un empêchement, on a des désincitations, finalement, à recruter. Et il serait très important, et je pense que là, on a tous un travail à faire, sur le fait de dire le plus dangereux serait que les gens qui vont prendre des décisions en 2027, quels qu'ils soient, le fassent avec les lunettes du passé et pas avec celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le regard qui est porté sur l'apprentissage, il tient souvent en représentation de ce qu'était l'apprentissage avant, et pas de ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai repris quelques éléments, je ne vais peut-être pas tous les passer en revue, mais quand même, le premier, on n'arrête pas de nous dire que ça coûte cher l'apprentissage au budget de l'État, etc. Faisons les comptes. Bercy nous dit que ça coûte 16 milliards. Donc, et cette année, ce sera 14. Et bien, les 14, ils sont composés de quoi? 10 milliards de cotisations des entreprises directement affectées à l'apprentissage, 4 milliards au budget de l'État. Donc, ça veut dire que les 2/3 des financements sont assurés par les entreprises. Si je rajoute les 10 milliards de rémunération des apprentis, ça fait 20 milliards à la charge des entreprises, 4 à la charge de l'État. Pour avoir 1 million d'apprentis, ça coûte 4 500 balles par apprenti au budget universel de l'État hors taxes affectées. Est-ce qu'on a un dispositif en France de formation moins cher et plus efficace que ça? Non. Non, pas aujourd'hui. Et si je dis efficace, c'est aussi bien en termes d'accès au diplôme, en termes d'insertion ensuite, en termes de poursuite de carrière. On peut prendre tous les indicateurs. Ils sont plutôt au vert côté apprentissage. Si je prends un deuxième, je ne vais pas faire les 5, mais je vais en prendre un autre. On a chez nos élus beaucoup d'élus qui disent non mais l'apprentissage c'est fait pour aller directement, enfin c'est fait pour trouver du boulot. C'est pas fait pour faire des études. Bon, le Code du travail nous dit exactement l'inverse. C'est fait pour faire des études et pour s'insérer, les deux. On a depuis longtemps admis, en tout cas les textes sont faits comme ça, qu'un apprenti peut faire autant de contrats d'apprentissage successifs qu'il le souhaite. Il n'est pas limité. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que c'était une filière et non pas un one-shot. Si on a envie de s'arrêter, on s'arrête. Si on a envie de continuer, si on a la possibilité de continuer, on peut continuer. Il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas un objectif qui prend le pas sur l'autre. Et peut-être une petite photo un petit peu différente. On a aujourd'hui, quand on parle de l'apprentissage, c'est très globalisant, parce qu'on a aujourd'hui en fait 3 apprentissages. On a l'apprentissage des jeunes qui sortent des collèges. Population d'ailleurs qui à partir de cette année baisse, les jeunes qui sortent des collèges. Hein. Le pic des naissances en France c'était 2010. Donc les jeunes qui ont 16 ans, ils arrivent en septembre là sur le marché du travail et à partir de l'an prochain ça baisse et ça baisse tous les ans un peu plus vite. Donc cette partie d'apprentissage dans le secondaire est condamnée d'une certaine manière à avoir de moins en moins de jeunes. Le paradoxe, c'est qu'avant 2010, on a eu des années riches du point de vue de la natalité, auxquelles d'ailleurs certains d'entre vous ont sans doute contribué. Merci. Et qui fait que si, globalement, le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail diminue, le nombre de jeunes entre 16 et 29 ans va encore continuer à augmenter pendant 10 ans. Donc vous voyez, quand on dit choc démographique, si je le porte sur la tranche 16-30, c'est faux. Si je le prends sur la tranche 16-20, c'est vrai et c'est de plus en plus vrai. Donc, on a, et c'est ce qui fait qu'on a un deuxième apprentissage, qui est l'apprentissage dans le supérieur. Alors ça, c'est quelque chose que la réforme n'a pas complètement traité. La majorité des étudiants, des 600 000 apprentis du supérieur, font leur premier contrat d'apprentissage dans le supérieur.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une continuité, j'ai commencé l'apprentissage dans le secondaire et je poursuis, on est sur je fais mon premier contrat d'apprentissage dans le supérieur, soit parce que c'est l'année terminale et c'est le premier chemin vers l'insertion, soit parce que c'est le moyen de faire les études. On vient de faire un travail avec 6 réseaux de CFA sur l'impact de l'apprentissage, on a interrogé beaucoup d'apprentis, on en a eu les 2/3 qui nous ont dit que sans l'apprentissage, ils n'auraient pas pu faire les études qu'ils ont faites. Les 2/3. C'est un chiffre qui est en train d'augmenter de manière exponentielle, sauf qu'on continue à se baser là-dessus sur les enquêtes qui datent du début des années 2020, donc qui ont 5 ou 6 ans de retard, et qui nous donnent des taux inférieurs. Mais plus ça va, et plus l'apprentissage permet à des jeunes qui ne seraient pas passés par là de faire des études. Troisième représentation qui vous concerne particulièrement et qui est fausse, c'est qu'on a encore des élus qui considèrent que l'apprentissage, dans le secondaire, c'est bien, et en gros, on est sur la logique, ça permet de traiter l'échec scolaire, et dans le supérieur, ben, ça n'a pas de vraie valeur ajoutée. Alors, sur quoi ils se basent pour dire ça? Ils se basent sur le fait que si vous regardez, et là, d'ailleurs, il y a des chiffres qui viennent de sortir, sur le secondaire, justement, le secondaire incluant jusqu'au niveau BTS, quand on mesure les taux d'insertion pour les mêmes diplômes des jeunes en initiale et en apprentissage, on a un écart supérieur à 15 points en termes de diplomation et d'insertion. Dans le supérieur, cet écart est ramené autour de 4-5%. Et donc les gens vous disent, bah, si c'est pour gagner 4-5%, pourquoi dépenser des milliards pour ce faible différentiel? Et faisant ça, on oublie tous les impacts, on oublie ce qu'on ne va pas mesurer en fait. C'est-à-dire on prend un thermomètre et on dit c'est ça qui nous donne la température exacte. Mais on ne voit pas comment l'apprentissage permet à des entreprises de toute taille d'avoir des compétences auxquelles elles n'auraient pas forcément accès s'il n'y avait pas l'apprentissage pour les leur apporter. On ne voit pas l'impact territorial. Il y a une étude qui a été faite par un labo universitaire récemment qui a mesuré l'impact des universités sur les territoires et qui montre que quand on investit pour avoir un étudiant sur un territoire, le rapport c'est 1,2. Mais qui nous dit, si cet étudiant il est apprenti, le bénéfice est multiplié par 4. Le bénéfice est multiplié par 4. Et donc, ces impacts-là, territoriaux, économiques, sur les entreprises, on ne les mesure pas. L'impact social sur est-ce que ça n'a pas permis à des jeunes qui n'auraient pas pu accéder à ces études-là, on ne le mesure pas, etc., etc. Et donc, on a des critères et des indicateurs qui datent un peu du passé pour apprécier un apprentissage qui est devenu autre chose en l'espace de 5-6 ans que ce qu'il était précédemment. Donc on a vraiment, de mon point de vue, une difficulté culturelle sur la vision de l'apprentissage pour prendre des décisions utiles. Il y avait un pari en 2018 qui était, on met en place, on libéralise, donc on peut augmenter le nombre de CFA, on peut augmenter, ou en tout cas choisir assez librement les diplômes qu'on veut préparer, mais il y avait une question qui restait quand même un mystère, c'est est-ce que les jeunes et les entreprises seront au rendez-vous? Et la réponse a été massivement oui. Quand on regarde, alors c'est un chiffre qui est important, si on prend l'intégralité des 16-29 ans en France, il y a 9% chaque année qui sont en apprentissage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, soit tout le monde a expérimenté directement, soit tout le monde connaît un apprenti dans son environnement ou une entreprise qui a recruté, etc. Regardez le nombre d'entreprises. On a, cette année, on est autour de 450 000 entreprises qui auront recruté au moins un apprenti dans l'année. En 2018, on était à 170 000. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 2,5, presque 3, le nombre d'entreprises qui accueillent des apprentis. Alors, ce qui veut dire que c'est transformateur aussi pour l'entreprise. Et là aussi, on a, dans l'étude d'impact, on a interrogé des entreprises qui nous disent que les jeunes qu'elles accueillent, bah, c'est une manière de remettre en cause les pratiques qui sont les leurs, c'est une manière d'avoir accès à des compétences auxquelles elles n'avaient pas accès, c'est une manière d'impliquer leurs salariés et d'avoir une sorte de chemin vers l'entreprise apprenante pour celles qui en seraient un peu éloignées, etc., etc. Donc on a des tas de vertus dans le fait d'avoir finalement une part importante des classes d'âge qui passent par l'apprentissage et des entreprises qui recrutent avec la croissance. Alors, moi, ces chiffres-là me font dire, en fait, il n'y a pas ou peu de réversibilité possible
sur l'apprentissage. C'est-à-dire que quels que soient les gouvernements que nous aurons après 2027, ça va être très difficile de réduire la voilure. L'expérience montre qu'en matière sociale, quand on a ouvert un système, le refermer, c'est très compliqué, voire c'est impossible. Donc, moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Et donc, il faudra maintenir l'effort. Après, c'est le degré de volontarisme que l'on mettra, et éventuellement, le ciblage aussi que l'on mettra. Est-ce qu'il faut des priorités ou décider, tu vois, tu dis la balle n'est pas trop mal tombée de notre côté sur les financements, on pourrait regarder ça. Je ne reviens pas sur les résultats, vous pourrez regarder dans tous les travaux, dans toutes les enquêtes, on a toujours un delta positif sur l'apprentissage par rapport au même cursus en formation initiale. Et ce que vous disiez, Maud, tout à l'heure, en disant, c'est pas parce qu'ils sont mieux formés, c'est juste parce que cette confrontation réelle dont vous parlez fait que, bah oui, l'insertion, elle est plus évidente. Alors, elle est plus rapide en CDI, elle est plus rapide en niveau de salaire et elle est plus rapide en perspective de carrière. Et donc ça, c'est mesuré notamment par les enquêtes CEREC Génération, où on voit que les trajectoires des gens qui sont passés par l'alternance sont en moyenne supérieures à des gens qui ont fait exactement les mêmes cursus et qui ne sont pas passés par l'alternance. Voilà. Alors, sur l'avenir. Il y a des choses, comme il y a des universités dans la salle, il y a des choses qui vont vous percuter un petit peu. Mais il faut. Non, pas doucement, il faut y aller, vous savez. Écoutez, vous sortez de la conférence stratégique sur le financement, donc après ça, je ne peux pas vous annoncer des trucs pires que ce que... voilà, donc je peux y aller tranquille. Alors, pourquoi? Parce que mon propos est de dire, jusqu'à présent, quand on a voulu désinciter, c'est-à-dire quand l'État a un peu changé la voilure en disant « Waouh, succès de l'apprentissage, mais on trouve que ça coûte trop cher », bon, même si c'est pour des mauvaises raisons qu'on fait ce diagnostic-là, donc on réduit un peu la voilure. On a désincité. On a désincité, c'est-à-dire qu'on a désincité sur les CFA, sur les entreprises et sur les jeunes. Autrement dit, on a supprimé des aides pour les apprentis, on a réduit les financements pour les CFA et on a baissé les aides pour les entreprises. Donc en fait, on a désincité des trois côtés, en disant on ne veut pas interdire, on ne veut pas bloquer, on ne veut pas caper, mais on désincite. C'est cette trajectoire-là, enfin c'est la politique, il y a une formule qui dit quand on a une politique qui est exclusivement financière, ça veut dire que de politique on n'en a plus. Et ou quand on a une politique qui veut lutter exclusivement contre la fraude, ça veut dire là aussi qu'on n'en a plus, puisque tout système, naturellement, se doit de lutter contre la fraude. Mais pour l'instant, la régulation, elle a été financière. La régulation par la qualité, elle n'est pas encore tout à fait intervenue. Ça devrait être, normalement, l'étape suivante. Alors, et j'ai été chez vos amis de Formasup Hauts-de-France il n'y a pas très longtemps, où, quand je vais dire ce que je vais vous dire, il y a des enseignants dans la salle qui m'ont dit « on ne comprend pas ce que tu dis ». Donc j'espère être plus explicite, ou voilà, je sollicite votre indulgence par avance. Je dis la chose suivante. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont financés au titre de l'apprentissage alors qu'ils font de la formation. D'accord? C'est parfait de faire de la formation. Et parfois, qui font de la formation, d'ailleurs, de qualité. Mais pas de l'apprentissage. Or, si je fais de la formation, même de qualité, je peux être financé au titre de la formation, mais pas au titre de l'apprentissage. Donc, il me semble que la prochaine vague de régulation, si on fait vraiment une régulation par la qualité, va consister à dire... Nous finançons, vous parliez tout à l'heure de fondamentaux, mais qu'est-ce que c'est les fondamentaux de l'apprentissage? Il faut se rappeler d'une chose, l'apprentissage, ça commence par un recrutement. C'est un élément de communication. J'étais toujours avec une école, dans une sous-préfecture hors Île-de-France, et le directeur de l'école me dit « mais moi, quand je vais voir le maire, pour obtenir un arrêt de bus pas loin de chez moi, ou une ligne de tram, ou un truc comme ça, je ne lui dis pas que je suis une école. Je lui dis que je suis un établissement avec 3000 salariés. Parce que les apprentis, c'est des salariés. Mais vous voyez, juste la manière de le dire et de changer le regard, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas une école avec 3000 étudiants, je suis une entreprise avec 3000 salariés. Et on voit bien que l'impact n'est pas tout à fait le même. L'apprentissage, ça commence par un recrutement. Il ne faut pas l'oublier, et surtout côté étudiant, parce qu'on voit des jeunes qui choisissent leur cursus, d'abord, leur formation, et qui après cherchent une entreprise, cherchent une alternance. La logique voudrait que la démarche soit inverse. Parce que si je n'ai pas de recrutement en face, le cursus, je ne le ferai pas. La condition première
et c'est pour ça que quand on entend il faut recentrer l'apprentissage sur les besoins des entreprises, moi je me demande quelles sont les entreprises qui ont recruté effectivement des apprentis par milliers ou par dizaines de milliers depuis des années. Par définition, tout apprenti correspond à un besoin. Si je le recrute, c'est parce que j'ai un besoin. Et d'ailleurs, on n'a aucun système de formation qui garantit aussi bien que l'apprentissage correspond à un besoin. Donc, je commence par le recrutement, donc je commence par le travail. Et je me retrouve à cette équation. Les apprentis sont tous singuliers, nous sommes tous atypiques, je ne reviens pas là-dessus. Les entreprises aussi, par définition. Et les activités qu'on va confier à l'apprenti également. Et donc, si je fais de la formation, je déploie un cursus, et tout ce qui se passe de l'autre côté, j'en tiens pas compte. Si je fais de l'apprentissage, j'organise la formation que je réalise en tant que CFA en fonction des particularités et des singularités de l'apprenti, de l'entreprise, de ses activités, de ses emplois. Donc le challenge sur l'apprentissage, il est là-dessus. Il est sur deux choses. La qualité de la relation entre le CFA et les entreprises. Et il y a des travaux qui ont été conduits notamment par la métallurgie et par Solveig Fernanduc qui est au CESI, qui a montré que c'était plutôt l'intensité des relations qui faisait la qualité plutôt que la quantité ponctuelle. Pour vous le dire dans un autre langage, plutôt qu'une visite d'une demi-journée par an, il vaut mieux des contacts d'un quart d'heure ou 20 minutes très fréquents et très réguliers. Donc plus on a des contacts réguliers et plus on outille la relation, et mieux ça garantit la qualité de la relation, plutôt que d'avoir des temps très lourds et très concentrés. Et donc, c'est là-dessus qu'il pourrait y avoir... et pourquoi je dis ça pourrait challenger les universités? Parce que ça challenge davantage le modèle académique que le modèle professionnel. Le modèle de l'enseignement professionnel a intégré ça, j'allais dire, naturellement. Le modèle académique, pas forcément, et pas de manière aussi évidente et naturelle. Ça ne veut pas dire que c'est hors de portée, et ça ne veut pas dire que le panachage des deux ne pourrait pas donner quelque chose d'extrêmement puissant. Simplement, il faut avoir la volonté de le mettre en place. Et donc ça, ce sera peut-être la régulation de l'avenir quand on regardera ce qui fait véritablement les caractéristiques et la nature de l'apprentissage et qu'on s'assurera que les CFA s'intègrent là-dedans. Sur le volet IA, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais l'IA, vous le savez, par rapport aux compétences, on peut avoir les deux volets. Ça peut m'augmenter, ça peut me diminuer. Ça peut m'augmenter si j'en fais un usage conscient, lucide, que je comprends comment ça marche, ce que je peux faire avec, que je prends du recul, que je challenge l'IA, que je m'en sers aussi de manière négative, c'est-à-dire de manière négative pour demander de challenger ce que moi-même j'ai fait, etc. Bref, si je n'organise pas moi-même mon propre remplacement, en finalement lui déléguant et l'activité et la décision, ce qui fait qu'au bout du compte, je suis gommé. Il y a un petit risque dans je ne sais plus qui posait la question sur les CV uniformes. C'est pas que sur les CV qu'on a le risque de l'uniformité, c'est sur les travaux. Puisque le principe même de l'IA qui fonctionne par agglomérat et par finalement revenir vers une moyenne très, très moyennée, fait qu'on pourrait avoir, vous savez, ce qu'on appelle le good enough, hein, c'est le travail suffisant, j'investis pas plus, je suis à un niveau qui est satisfaisant, on va faire avec ça, etc. Et c'est pas toujours le chemin vers l'excellence. Et donc il y a un risque de se satisfaire de ce suffisant et de ne pas aller vers l'excellence. Bon, je te mets un petit coup de pression. Ouais, discrètement, bon, t'as vu? Non, mais ça va. Vous êtes, je veux dire, l'IA est un terrain naturel pour vous, compte tenu des métiers auxquels vous préparez. Moi, j'irai un petit peu plus loin. Il y a 14 missions aujourd'hui pour les CFA, et j'en créerai bien, pourtant je ne suis pas un fanat de l'empilement des textes et des obligations, mais j'en créerai bien une 15e, qui est l'éducation à l'IA, quels que soient les métiers, quels que soient les cursus, quels que soient les niveaux, parce que c'est des outils qui impactent déjà considérablement nos vies personnelles et professionnelles. Les usages perso sont plus importants ce jour que les usages professionnels. Et donc, peut-être que comme on demande au CFA de faire une éducation, une formation citoyenne, peut-être qu'on pourrait leur demander, c'est ça le volet citoyen, leur demander d'avoir des apprentis qui sont, j'allais dire, en maturité suffisante par rapport à leurs usages de l'IA. Et je veux dire une dernière chose là-dessus, et après je clôture.
dans une formation à l'IA, doit insister sur le troisième volet. Comprendre ce que c'est, comment ça marche, évidemment. Être capable d'identifier les cas d'usage par rapport au métier qui est le nôtre, évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas rater, parce qu'on voit déjà des refus d'adoption sur ce motif-là, y compris chez les enseignants d'ailleurs. Et moi, je crois davantage avec l'IA au grand déplacement plutôt qu'au grand remplacement. C'est-à-dire, et ce n'est pas moins dangereux, parce que le déplacement, c'est le déplacement du cœur de métier. Si je ne fais plus exactement la même chose qu'avant, le sens que je mets dans mon métier et mon identité professionnelle et donc mon identité sociale peuvent être en jeu. Je donne un exemple, on a dit à des enseignants, plutôt que de passer vos soirées, vos week-ends à corriger les copies, filez ça à l'IA, ce sera corrigé, puis vous aurez des trucs ça. Et vous allez gagner du temps, vous remettre en confort, vous allez voir, ça va être top, et puis vous pourrez vous concentrer sur autre chose. Et j'en dis pas question. Moi, si j'évalue plus, je ne suis plus enseignant. C'est un des cœurs de métier de l'enseignant que d'évaluer. Si je délègue cette capacité, c'est plus mon métier. Et donc je pense qu'une formation à l'IA qui ne s'accompagne pas d'une réflexion sur l'identité du métier, qu'est-ce que c'est le cœur de métier, qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée, et qui finalement tient pour négligeable la question de l'identité professionnelle et de l'identité sociale, ce serait extrêmement dangereux parce qu'on ne maîtriserait pas les impacts sur les personnes. Donc je pense qu'il faut systématiquement traiter cette dimension-là si on veut faire quelque chose d'utile. Voilà. Et puis il faut continuer pour les bonnes raisons que je viens d'énumérer, que je ne reprends pas en conclusion. Je te rends le micro. Non, mais j'en ai un. Jean-Pierre. Bon, en tout cas, tu as mis le doigt sur les vrais problèmes. Hein. C'est vrai que... En fait, ce qui est terrible, j'avais lu ton papier, non, l'apprentissage ne coûte pas 14 milliards d'euros, j'allais dire 14, de dollars. Ouais, mais ça 14 000 euros pour apprendre. Oui, 14 000 euros pas. Mais c'est fou d'ailleurs ce strabisme, je ne sais pas comment, cette absence de vision sur les vrais coûts et de rétablir. Moi, je le rappelle souvent, hein, vous savez, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais on indexe les retraites tous les 6 mois pour un montant entre 2 et 3 milliards et on a réduit l'apprentissage pour un montant équivalent. Ouais. Et donc, je te donne un autre exemple. Hein. La première fois qu'on a revu les NPEC à la baisse pour économiser 500 millions d'euros, donc le financement des CFA pour économiser 500 millions d'euros, dans le même week-end où on a baissé les NPEC, on a fait la prime carburant déjà à l'époque, il y a 3 ans, qui a coûté 500 millions d'euros. Ça a été cramé dans le gasoil en l'espace de 3 mois. Voilà. Ben voilà. Donc vous voyez les choix d'avenir, c'est assez facile normalement à réguler. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Willem. Allez, j'appelle tout de suite à mes côtés parce qu'on a beaucoup de retard.